bonjour à toutes et tous. Donc je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais moi je travaille pour Lucid Realities. Vous avez vu peut-être Chloé Jarry ce matin intervenir à la première table ronde de 12h30. On est une société de production et distribution d'expériences immersives. Moi je m'occupe beaucoup plus du volet distribution, même si les deux sont souvent très connectés. Je vais passer rapidement sur la présentation de la société, mais en préambule peut-être, Lucid Realities, on fait partie d'un groupe média avec deux autres sociétés de production indépendantes qui produisent du documentaire, de la fiction télé et de la captation de spectacles vivants. Donc on est capable aujourd'hui au sein du groupe de produire un peu tous les formats audiovisuels. Je parle souvent de cela en parlant de distribution parce que c'est aussi ce qui va nous permettre aujourd'hui de travailler sur des projets, on va dire, transmédia. C'est un peu un mot galvaudé, mais moi, c'est un mot qui je trouve, qui caractérise assez bien ce que c'est le multiformat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus à produire des projets globaux, c'est-à-dire qui peuvent se décliner sur plusieurs écrans, sur plusieurs formats. Le dernier exemple en date que je vais vous donner, c'est une série documentaire sur Magellan qu'on a produit pour Arte au sein de Caméra Lucida, la première société. Nous, chez Lucid Realities, on a développé et on est en train de développer un jeu en réalité virtuelle avec Ink Studio, qui est un studio américain, sur cette même thématique. Et on vient de signer une exposition immersive avec le musée de la Marine à Paris, qui va utiliser des assets à la fois de la série documentaire, mais aussi du jeu en réalité virtuelle. Donc c'est comment, en fait, en travaillant la production et en communiquant entre les différentes sociétés du groupe et en mutualisant nos savoir-faire, on va réussir à créer des projets qui vont être déclinables et distribuables de différentes manières. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de plus en plus à faire. On est en train de le faire aussi avec la Jam Capsule, je ne sais pas si vous connaissez, qui était à la Villette pendant le confinement et qui est aujourd'hui au Parc des Expositions. On a adapté un documentaire qu'on avait produit aussi pour Arte chez Caméra Lucida en film 360. Et puis aussi, il y a beaucoup de synergies possibles avec la captation de spectacles, parce qu'on travaille à la fois sur des concerts classiques, sur des captations de danse, avec des grands noms comme Merzouki. Et là, on essaye aussi de voir comment on peut réfléchir à des projets multiformats. Ah oui, et en dernier lieu, on a quand même une chose importante, on a deux département distribution, Unframe Collection, donc aujourd'hui qui va vraiment s'occuper de toute la partie XR, et CLPB Rights qui s'occupe vraiment de la distribution de contenu linéaire, donc documentaire, captation et séries. Tout ça pour dire qu'au sein du groupe, on veut rester totalement indépendant et conserver toutes les chaînes de droits et les droits sur nos productions parce qu'on pense qu'on est les meilleurs pour les vendre. Aujourd'hui, chez Lucid Realities, depuis 2018, donc date de création de la société, Chloé Jarry était avant la création de Lucid Realities chez Caméra Lucida, où elle a développé un projet qui a fait assez date dans la jeune histoire de l'industrie XR, qui était The Enemy, qui avait été présenté à l'Institut du monde arabe, qui était une très grosse coproduction France Télévisions, ONF, MIT aux États-Unis, qui avait nécessité plus de 3 ans de recherche et développement, et qui était une première expérience multi-utilisateur qui utilisait des backpacks. Donc si vous connaissez le format Notre-Dame et Keops qui a été développé par Emissive, Emissive faisait partie de ce projet-là, et c'est ce projet-là aussi qui a fait naître le format multi-utilisateur sur ce type de dispositif. Et puis là, peut-être pour résumer un peu tout ce qu'on a, en un mot, tout ce qu'on a produit beaucoup pour les musées, à la fois sur des thématiques scientifiques comme The Stuyvesant Beach pour le Muséum d'Histoire Naturelle, ou Lady Sapiens pour lequel on est en production exécutive et en coproduction avec Ubisoft, pour aussi le Musée d'Histoire Naturelle, et ce projet-là a été présenté dans d'autres lieux de culture en France et à l'international. Et puis on travaille aussi sur des projets bien sûr art. Claude Monet étant notre best-seller, on l'a présenté dans plus de 18 musées dans le monde. Et on accompagne aussi des artistes d'art contemporain. Endodrome, qui a été créé par Dominique Gonzalez Foster,
avec qui on a initié une collaboration un peu sur le long terme, parce qu'on a produit aussi pour elle sa dernière exposition à la Serpentine Gallery à Londres. Et voilà, là c'est un autre dispositif où on accompagne davantage qu'on initie, en fait, c'est-à-dire que là c'est plutôt des artistes de renommée qui viennent nous voir, qui veulent s'intéresser à ce type de nouveaux formats, et nous on les accompagne, on crée une équipe autour d'eux pour les accompagner dans leur processus créatif. Ça change pas. Alors, comme j'ai dit précédemment, on travaille beaucoup pour les lieux de culture, parce que pour nous, c'est des lieux qui sont très intéressants en phase de distribution. Pourquoi ? Parce que c'est des lieux qui ont des espaces qui accueillent des expositions temporaires, donc qui peuvent être facilement modulables, et parce qu'ils ont du public qui viennent, bien sûr, vivre une expérience culturelle. Donc pour nous, c'est tout simplement un des canaux de diffusion à privilégier. Comment on les a impliqués dans phase de distribution ? C'est en les appliquant déjà en phase de production. Et donc on a initié dès le début de la création du Lucid Realities des coproductions avec eux. La première coproduction, c'était sur Claude Monet, avec le musée d'Orsay et de l'Orangerie. Ça avait été déjà initié chez Camera Lucida au moment de The Enemy, puisqu'on était avec le MIT Museum en coproduction. Et puis, en dernière en date, The Tyson Beach pour le Muséum d'Histoire Naturelle, comme j'ai dit. Et puis, la dernière production qui vient de sortir au musée du Louvre-Lens et prochainement au Louvre-Paris sur Champollion. Donc là, on a les deux musées en coproduction. Donc c'est à la fois une manière de valoriser ce partenariat en proposant au lieu d'être impliqué dans la phase de production, donc de participer en ramenant une caution scientifique, mais aussi une validation scientifique, parce qu'on demande souvent à leurs équipes de valider notre propos et l'histoire qu'on raconte. Et puis nous, ça nous permet en phase de distribution d'avoir tout de suite un premier canal de diffusion, un premier exemple d'exposition à montrer à d'autres partenaires, et d'avoir un label, bien sûr, sur notre projet, en utilisant des marques très fortes comme ces musées-là. Voilà, des dispositifs qu'on peut mettre en place. Ça va du simple cinéma VR sur 10, 15, 20 cases, comme on a mis en place au musée de l'Orangerie, à de la création d'espaces permanents. On a créé un espace sur 6 casques dans un lieu dédié à la préhistoire près de Bordeaux, où là, on accompagne le lieu dans la création du mobilier, scénographie. Donc, on a un éventail de métiers dans notre palette de savoir-faire qui va vraiment de la production au design, à la formation des équipes, à la formation aussi des dirigeants pour leur donner des idées de pricing, parce que pour nous, c'est hyper important que nos espaces soient monétisés, pour que les lieux aient un retour sur investissement, ou en tout cas puissent absorber une partie de leurs coûts de médiation et technique. Et alors ça marche une fois sur deux. Là, un autre exemple de la Serpentine Gallery, donc avec Dominique Gonzalez-Foster, où là on a carrément designé des sièges tournants pour l'exposition. Voilà. Et la dernière en date, Champollion, au musée du Louvre-Lens. Voilà, là c'est quelques-unes des institutions avec lesquelles on a travaillé en France et à l'international. On travaille beaucoup aussi en Asie, à Taïwan, en Corée du Sud. On vient d'aller faire un déplacement au Japon, et moi je pars là pour suivre un programme ICC en Corée du Sud à la fin du mois. Donc c'est des territoires qui sont assez friands et ouverts sur ce type de technologie. Donc c'est des lieux qu'on visite très régulièrement. Et puis voilà, j'en viens à ce projet, Unframed Collection. En fait, au début du Covid, on a bien sûr eu beaucoup d'expositions d'annulées, donc on s'est dit, on va avoir une baisse d'activité, prenons le temps pour prendre un peu de recul sur notre métier, voir quels sont les freins, comment on pourrait huiler la machine pour faire en sorte que des petites actions et projets puissent scaler un peu plus, de façon un peu plus importante. Et du coup, on a identifié plusieurs freins. Le premier frein, c'était
pour nous, en fait, ces lieux-là sont assez peu informés de l'actualité de la XR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un producteur qui sort une œuvre ambitieuse, narrative, il va la soumettre à des festivals, Venise, Sundance, Tribeca, New Images, etc. Et en fait, les lieux de diffusion dont je parle, et notamment, alors les grandes institutions, elles peuvent de temps en temps y participer, mais les petites institutions ou les musées de province, par exemple, n'iront pas à Sundance ou à Tribeca pour tester des expériences. Donc, premièrement, l'offre est peu lisible, peu visible pour ces institutions-là. Deuxièmement, leurs personnels sont assez peu formés à la manipulation de ces technologies-là. Des fois, déjà, quand on fait partie de cette industrie-là, c'est pas forcément hyper simple. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de créer en fait une interface entre les logiciels de VR et les médiateurs qui vont présenter ces expériences-là au sein de lieux de culture. Et puis, en dernier lieu, si je peux déjà citer trois gros freins, on s'est dit, aujourd'hui, le marché, il est assez peu structuré en termes de business model, c'est-à-dire qu'en fait, le peu de distributeurs qu'il existe sur le marché, vous en avez deux principaux ici, en fait, on applique des tarifs finalement qui se réfèrent à des politiques propres à chacun. Et aujourd'hui, à la différence de l'audiovisuel ou du cinéma, où il y a des standards, il y a des coups de grille, on appelle ça, en fait, notre marché est assez peu structuré. Ce qui, pour moi, est un frein parce que des institutions ont assez peu de visibilité sur combien vont coûter en fait, la présentation de ce type d'expérience-là dans leur lieu. Donc en fait, on s'est dit, pour mettre en place des standards, il faut aussi prendre en compte les problématiques de lieux, la fréquentation, l'usage effectif de ces expériences-là dans ces lieux. Et on s'est dit, voilà, étant donné qu'on développe une interface de contrôle, cette interface de contrôle, on va lui demander d'enregistrer toutes les datas de screening que les lieux vont avoir sur place. Et en utilisant ces datas, on va créer un coût par minute qui va permettre aux institutions, en fait, de mettre en place des tickets et de conserver sur ce ticket-là un montant leur permettant de recruter des médiateurs, d'absorber une partie de leurs coûts d'informatique, etc. Et donc voilà, d'où est né le Unframe Collection, qui est à la fois en fait finalement une plateforme de distribution en ligne pour les lieux de culture, un logiciel pour les médiateurs pour leur permettre de contrôler plus facilement la présentation des œuvres VR, et aussi ce flux de data qui va passer de l'un à l'autre et générer des revenus et calculer des revenus. Je vous montre une toute petite vidéo qui résume assez bien le concept. Alors je ne sais pas s'il y a le son. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que ça marche déjà? Il n'y a pas le son. Bon. Est-ce que ça marche là? Non. Bon alors, la vidéo sans son, ça sert un peu à rien. Mais voilà, on va passer vite. Mais voilà, le processus, il est simple. Unframe, c'est un outil. Donc en fait, ça connecte les différents maillons de la chaîne de valeur que sont les producteurs et les lieux de diffusion. Donc les producteurs, s'ils veulent soumettre leur expérience, ils vont sur le site, ils soumettent leur expérience. Leur expérience, elle est validée techniquement par notre équipe et par notre comité éditorial. Elle est publiée sur la plateforme. Les venues, les lieux de culture peuvent accéder à cette expérience-là, peuvent tester l'expérience. Et là aussi, on a développé tout un système de DRM, c'est-à-dire de protection de fichiers, pour pas que les fichiers soient envoyés dans la nature. Elles ont la possibilité de lire 10 fois l'expérience, notamment. Si elles décident de l'acquérir, elles activent donc l'exploitation. Toutes les datas de screening sont envoyées à la plateforme. Les financial reports sont envoyés directement au lieu de culture et les financial reports sont envoyés aussi directement aux ayants droit. Donc en fait, voilà, c'est un cercle vertueux entre tous ces acteurs-là. Et pour vous donner une idée un peu de comment sont calculés ces revenus, on est parti sur des coûts par minute qui sont à peu près de 10 centimes jusqu'à 20 centimes. Alors là aussi, ça va être ajusté en phase d'exploitation. Mais pour donner un exemple, Claude Monet, qui est une expérience de 8 minutes,
Si on part du principe qu'un lieu de culture peut valoriser cette expérience-là à 4 €, ce qui est à peu près le tarif qu'on préconise pour tous les lieux qui souhaitent diffuser cette expérience-là, on part du principe que sur ces 4 €, on va avoir 1,60 €, donc 8 fois 20 centimes, qui va être reversé directement à la chaîne d'ayant droit, donc aux distributeurs ou aux producteurs directement. Je ne vais pas m'éterniser, en plus la vidéo elle est super, c'est dommage. Mais voilà, je vous présente, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, un petit avant-goût de ce que va être ce projet-là. On a reçu un soutien de la Creative Europe, BPI France, via un plan de recherche et développement BPI France-Taïwan. On a aussi un studio partenaire à Taïwan qui développe toute la partie software. Donc voilà, c'est un projet qui est assez ambitieux, qu'on souhaite sortir mars-avril, en version bêta, mars-avril 2023. Et qui est, comme je dis souvent, c'est pas un projet industriel, mais c'est un outil qui veut industrialiser un petit peu le marché et faire en sorte que les petits revenus qui peuvent être générés par des petites structures ou des médiathèques, des bibliothèques, etc., deviennent les plus grands revenus en ayant une façon plus industrielle de les générer. Je te passe la parole. Moi, ouais, elle est là, faut que j'arrête. Moi, j'ai une question sur Unframed. Ouais. Donc, les créateurs de contenu vont vous proposer des contenus. À partir de là, il y a une éditorialisation. Comment ça se passe pour le lieu ? Il y a une éditorialisation. Donc on a créé des fiches standards. On a aussi la volonté d'avoir une équipe de journalistes pour animer toute une dimension communautaire où on veut, voilà, au-delà des expériences aussi, informer les lieux sur les innovations technologiques, avoir des feedbacks d'expérience aussi sur des lieux de culture qui ont déjà présenté de la VR, pour les rassurer aussi, montrer des exemples concrets de dispositifs qui ont déjà été mis en place. Et sur les expériences en tant que telles, bien sûr, on va avoir tout un volet de référencement marketing pour toucher ces lieux, parce qu'aujourd'hui, tu vois bien comment nous on travaille de façon assez artisanale, où on les démarche nous-mêmes, et ce travail de démarchage est quand même assez lourd, peu structuré selon moi, et l'idée c'est d'utiliser cet outil-là pour communiquer sur un lieu, d'être en fait finalement un Indie ou Allociné de la Pixar, et B2B, pas B2C, et faire en sorte que les lieux identifient clairement cette plateforme comme un lieu de sourcing pour voir ce qui existe. Super. En termes de contenu, tu pousses de toute la 360 en APK. Alors, voilà, ça me permet de rebondir aussi là-dessus. Nous, ce qu'on fait beaucoup aussi, au-delà du multi-format, c'est qu'on décline nos propres expériences, des fois en EXE, APK et MP4, parce que des fois, il faut s'adapter aussi au matériel qu'ont les lieux. Donc, nous, généralement, on fait toujours des vidéos 360 parce qu'au-delà de la distribution offline, on vend aussi beaucoup aux telcos, donc aux entreprises de télécommunications, notamment en Asie, qui proposent ces contenus-là dans leur offre 5G, 6G. Mais oui, on est ouvert sur tout, avec tout format VR dans un premier temps. On veut ouvrir à d'autres médiums immersifs, mais pour l'instant on se concentre sur la VR parce qu'on sait qu'il y a déjà beaucoup d'expériences qui existent, qui sont très qualitatives et qui sont assez peu distribuées. Attends, je passe je vais faire ton assistant. Ah, bah, génial. Il faut aller dans P7, qui est le nom de P7. Je passe de votre vidéo. Non. C'est tout. Je suis à toi. Je commence, je meuble. Oui, je vais plus vite. Donc moi je suis Camille de Diversion Cinéma. Je parlais ce matin avec Chloé notamment sur la table ronde, sur la distribution.
Donc Diversion Cinéma, c'est une société indépendante qui a fêté ses 6 ans cet été et qui donc a deux pôles principaux. Est-ce que c'est mieux pour la captation? Ouais, pardon. Donc Diversion Cinéma a 2 pôles principaux. Le premier, c'est merci beaucoup, c'est le pôle événementiel qui nous fait installer du matériel de réalité virtuelle, du matériel immersif au sens un peu plus large dans des lieux pour des clients, principalement des clients qui sont des festivals, mais aussi des clients privés qui ont en général des opérations marketing à faire exister. Ça, c'est le premier pôle, c'est le pôle historique, et c'est celui aujourd'hui qui est le plus rémunérateur. Et puis, on a le pôle distribution qui a ouvert 2 ans après le pôle historique. Donc, qui a ouvert en 2018, qui est aujourd'hui géré au sein de la société par 3 personnes, Paul Bouchard, Agatha Di Tommaso et Salomé, qui est quelque part ici, Salomé Terrien, et qui donc a pour vocation de faire l'acquisition d'œuvres et de les commercialiser afin de pouvoir faire bénéficier les producteurs de remontées de recettes. De faire connaître les œuvres aussi au passage et donc de leur faire gagner de l'argent. C'est ça le but ultime. Aujourd'hui, il se trouve que 2022 devrait être la première année où ce département distribution est à l'équilibre et peut-être, on croise les doigts, il faudra encore faire les comptes, gagnera de l'argent. Jusqu'à maintenant, ça a été, et on le savait quand on a ouvert cette branche de distribution, jusqu'à maintenant, c'était un investissement de la part de la partie événementielle, disons, de la société, pour faire exister ce département et le faire grandir. Et comme je le disais ce matin, pour nous permettre de mettre en place un peu de la recherche et développement en termes de distribution, identifier les lieux, identifier les contenus, identifier le public final qui va être intéressé par vivre ces œuvres-là. Ouais, bon voilà, donc là je me suis lancée dans un truc. Voilà, donc ça c'est un aperçu de ce que peut être notre catalogue. Donc vous voyez qu'il y a à la fois, enfin non vous le voyez pas mais je vais vous le dire, il y a à la fois des vidéos 360. Donc la vidéo 360, comme vous le savez probablement, ce n'est pas interactif, donc c'est du film linéaire. Quelle que soit l'action que le spectateur va avoir, le film se déroule tel que prévu par son créateur. On a aussi des expériences interactives où là, les mouvements dans l'espace de notre spectateur va influencer les images et l'expérience qu'il va vivre. Mais on a aussi, notamment Captured, on a aussi des expériences qui ne sont pas en réalité virtuelle, donc qui se passent en dehors du masque et qui mettent en jeu, là en l'occurrence, une intelligence artificielle, enfin des algorithmes, et qui sont, et ça c'est une diversification qu'on a voulu avoir dans les années en 2020, de sortir un petit peu de notre zone de confort, qui était notamment la distribution festival et la distribution vers des lieux un peu de cinéma, je dirais, pour aller plus vers de l'art contemporain, de l'art numérique. Donc c'est ce que nous a permis Capture d'ouvrir un petit peu ce chemin-là, en espérant que derrière d'autres contenus prendront le chemin qui a été tracé par Capture. Aujourd'hui, voilà, les œuvres sont distribuées principalement, enfin pas principalement, mais si principalement, dans des festivals. En tout cas, en ce qui concerne la distribution in situ, donc sur LBE, Location Based Entertainment, donc dans des lieux physiques où il y a des vrais gens qui viennent vivre une expérience. Donc principalement ce sont les festivals, mais il y a aussi des lieux d'exposition. Aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aujourd'hui on essaye de faciliter justement la possibilité à des lieux physiques de présenter des œuvres VR, de façon à faire grossir un petit peu la dimension LBE, quoi, le chiffre d'affaires en tout cas qui concerne les LBE. Il est à noter... Qu'est-ce qu'il est à noter ? Je ne sais plus ce que je veux dire. Donc ça, c'est la présentation physique des œuvres. Et ensuite, il y a évidemment la présentation en ligne, où aujourd'hui, comme le disait Alexandre, c'est assez intéressant pour nous, ce moment, parce que enfin, d'une certaine façon, on a les telcos qui sont intéressés par faire entrer à leur catalogue, notamment des vidéos 360, enfin principalement des vidéos 360, du film 360, et qui sont prêts pour cela à payer. Donc ça, c'est plutôt cool. Payer de l'argent
l'argent, qui est du vrai argent, qui n'est pas du... je veux dire, qui a un sens, disons, par rapport au budget de production des œuvres. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même si la présentation en festival et la présentation dans des lieux physiques, elle a un sens d'un point de vue budgétaire, ça reste quand même... on ne peut pas, en tout cas, produire une œuvre en se disant « je vais devenir riche avec ». Mais aujourd'hui, les telcos nous permettent vraiment d'augmenter de façon significative la part de les recettes qui sont générées par cette œuvre VR. Aujourd'hui, c'est peut-être ça que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a commencé donc en 2016 avec de la vidéo 360 parce que c'était ce qui existait. L'interactif était encore balbutiant. Et aujourd'hui encore, la vidéo 360 représente 70% de notre chiffre d'affaires. Ce qui est donc pas négligeable. Et nos deux plus grands hits en termes de chiffre d'affaires sur l'année 2021-2022, c'est Strand of Mind et Replacement, qui sont deux œuvres 360 exclusivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une version interactive qui existe parallèlement à cette... et qui ont été pensées en 360 aussi. Donc c'est assez intéressant parce que nous, quand on a démarré la société en 2016, moi, tous les 6 mois, pendant 2 ans, on m'a dit mais là, vous allez dans le mur parce que vous faites des cinémas 360 et bientôt la 360 n'existera plus. Ça fait un petit moment maintenant et je continue de penser que la vidéo 360, le film 360, c'est le futur de la réalité virtuelle, dans le sens où c'est elle qui nous permet la plus forte monétisation et qui donc nous permet d'investir finalement sur des projets interactifs qui ont un petit peu plus de mal à se commercialiser, ou en tout cas qui ont une marge, dont la marge de bénéfice lors de la commercialisation est un peu plus réduite. Donc comment faire en sorte que votre public soit au courant, que votre œuvre de réalité virtuelle existe et comment faire en sorte qu'il y ait du monde. Voilà, ça c'est des petites guidelines pour faire en sorte que ça fonctionne. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est qu'on a vraiment besoin, pour qu'un projet puisse trouver un minimum de rémunération, qu'il soit internationalement compréhensible. Nous, ce qu'on a constaté, et d'ailleurs les 2 œuvres précédentes qui ont été nos hits, ce sont des œuvres qui n'ont pas de dialogue. Parce que ça aide à la compréhension, évidemment, quand la compréhension passe uniquement par l'image. À partir du moment où on a des dialogues, ou en tout cas de la voix, même une voix off, c'est plus simple encore que le dialogue, il faut sous-titrer. Et en sous-titrant, le sous-titre en réalité virtuelle n'est pas d'un confort extrême. En sous-titrant, déjà, c'est des coûts à chaque fois qu'on le présente dans un nouveau plié, dans une nouvelle langue. Et ensuite, c'est aussi, pour certains, un frein pour la compréhension de l'œuvre et puis pour la présentation au public. Pour faire exister nos œuvres, on a donc les œuvres qu'on distribue, on a tenté plusieurs modèles. Donc il y a la vidéo 360 simple en quelque sorte. Donc on envoie un fichier et on s'assure que la médiation, quand le festival ou le lieu reçoit le public, soit de la meilleure qualité possible. Mais on est allé aussi un petit peu plus loin et ça c'est un des projets qu'on a sorti fin 2019. Donc c'était pas le meilleur timing, mais malgré tout il a existé. C'est l'exposition Ayahuasca. Donc Ayahuasca Cosmic Journey, c'est une œuvre interactive qui a été faite par Yann Kounen et produite par Atlas V. Donc on a eu la chance de distribuer et donc on sentait bien qu'autour de cette œuvre il fallait justement créer une médiation un peu particulière puisque l'ayahuasca c'est donc une drogue, un hallucinogène qui se prend dans le cadre de rituels chamaniques et donc on sentait bien qu'il fallait qu'il y ait un contexte en fait autour de cette œuvre parce que finalement ce qu'on voit dans le masque c'est un trip, donc un trip assez personnel, c'est celui de Yann Kounen et donc expliquer en fait en quoi consiste ce rituel et à nouveau donner un petit peu de contexte historique autour de l'ayahuasca. Et donc, bref, on a créé une exposition. Voilà, c'est là où je veux en venir. On a créé une exposition donc en collaboration évidemment avec Yann et aussi avec d'autres chercheurs, de façon à pouvoir amener finalement le spectateur dans une expérience un petit peu plus, je ne sais pas si on peut dire pédagogique, mais en tout cas un petit peu plus fournie en termes d'information.
Et ça nous a permis aussi, c'est là que c'était intéressant, de proposer non pas une expérience qui durait 20 minutes, qui est celle de la VR, mais une expérience qui durait 1 heure finalement, avec toutes sortes d'éléments dans cette exposition, et qui rendait un tout petit peu plus compréhensible pour le spectateur le prix du ticket. Donc en fait, ça nous a permis, avec un petit surplus en termes de production, d'avoir un coût, avoir un prix du ticket qui était bien supérieur. Et donc ça, c'était vachement intéressant. Bon, ça ne nous a pas rendu riche, loin de là, puisque donc l'exposition a circulé malgré tout fin 2019, début 2020, et puis ensuite plus récemment en 2022, dans je crois 5 à 6 lieux à travers le monde. Mais c'était très intéressant parce qu'on a été approché par des lieux qui n'étaient pas vraiment intéressés par la VR en tant que telle. Donc ça, là encore, un peu de la même manière que Captured, ça nous permettait finalement d'ouvrir et de tracer d'autres chemins vers des lieux qui n'étaient pas technophiles, loin de là, mais qui étaient intéressés par le sujet lui-même. Et donc de faire rentrer finalement la réalité virtuelle par cette porte-là. Donc ça, c'était assez enrichissant pour nous. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblait, cette expo. Un autre, puis on va passer un petit peu plus vite, mais d'autres œuvres un petit peu différentes. Donc c'est Eve, dont je parlais ce matin, qui était un projet de danse, donc qui mêle technologie, film 360 et danse. Et Pitch Garden, qui était un projet qui a utilisé finalement la technologie du Quest, pour ceux qui connaissent, et donc qui nous permettait de déambuler dans une centaine de mètres carrés à plusieurs et de vivre une expérience de déambulation où on déambule dans un rêve merveilleux. Donc tout ça, c'était à chaque fois des stratégies de distribution un peu différentes. Voilà, en bref, ce qu'on a pu faire à ce jour en termes de recherche et développement. Et puis là, cette année, on a sorti donc la Vroue, qui est une mallette. Alors comme on le disait ce matin, une des problématiques de la réalité virtuelle, c'est l'accès pour le public, mais aussi pour les institutions, comme le disait Alexandre. Et donc, il faut leur simplifier la vie à maximum. Et la Vroue, ça permet d'avoir un public qui est quasiment autonome pour gérer la technologie, et donc de faire en sorte que le médiateur soit là véritablement pour accompagner, parler des œuvres plus que pour régler les problèmes techniques. Et donc la Vroue, elle existe en 2 formats, et elle existe surtout avec un catalogue. Donc les lieux peuvent venir piocher, ou en tout cas nous on leur propose des titres qui semblent correspondre à leur ligne éditoriale, et l'enjeu technologique là-dessus, c'était aussi de pouvoir proposer des mises à jour à distance, de façon à ce que le catalogue se renouvelle selon leur exposition par exemple, ou leur saisonnalité s'il y en a une. Et enfin, donc le Galaxy Network, qui est là le côté un petit peu inverse, c'est ce que j'expliquais ce matin brièvement. C'est-à-dire que la Vroue permet donc d'amener le contenu, d'amener la technologie avec un lieu qui va choisir son contenu. Le Galaxy Network, ce sont des lieux qui sont équipés, auxquels on facilite la vie d'une certaine façon en leur proposant une curation. Et puis des éléments marketing qui leur permettra de communiquer auprès de leur public. On a fait cette année, donc en ce moment, il y a la 2e saison, la 2e exposition du Galaxy Network. La première avait eu lieu en novembre 2021. Et donc ça permet de fédérer à ce jour 8 lieux, cette année 8 lieux à travers le monde qui vont diffuser la même exposition, les mêmes œuvres, quasiment en simultané. Et l'intérêt aussi de ça, c'est de sortir un petit peu du circuit des festivals qui sont toujours très en demande de nouveautés, mais là plutôt de venir commercialiser des œuvres qui sont des œuvres, disons, de catalogue, en tout cas qui ont déjà fait leur sélection en festival, et pour autant qui n'ont pas, pour lesquels le public ne s'est pas tari, loin de là, et donc de les proposer en exploitation, donc sur une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, dans ces différents lieux. Et de monétiser, parce que là encore, donc je reprends un petit peu ce que disait Alexandre, mais c'est vachement important que les producteurs retrouvent un peu de sous.
lorsque leurs œuvres sont commercialisées. Et nous, ça nous permet aussi de faire une programmation pour 8 lieux en même temps, ce qui d'un point de vue énergie et d'un point de vue recette est aussi beaucoup plus pertinent plutôt que de le faire pour un seul lieu, parce qu'à chaque fois il y a des contrats qui sont signés, etc. Donc c'est un petit peu lourd administrativement, donc c'est beaucoup plus intéressant de le faire pour un package de lieux en quelque sorte. Et ensuite on arrive à... La dernière chose donc, qu'on met en œuvre pour la distribution, ce sont les planétariums. C'est quelque chose qu'on a lancé assez récemment, assez récemment, il y a 2 ans maintenant, de faire vivre donc les œuvres 360 dans des planétariums, dans des structures qui sont déjà existantes. Et puis, pareil, de les faire voyager dans ces différents lieux et là encore d'ouvrir un chemin de distribution pour les œuvres 360 par exemple qui seraient portées sur des dômes ou des œuvres qui ont été créées originellement pour le dôme et de comprendre comment peut se faire cette commercialisation et quelles sont les recettes qu'on peut en tirer. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Donc Dôme électronique, ça va être un petit peu, j'allais dire l'aboutissement, mais c'est pas du tout l'aboutissement parce qu'on ne fait que commencer, mais en tout cas une autre impulsion finalement pour ce démarchage et pour cette première commercialisation auprès des planétariums et des dômes, puisqu'on a eu la chance d'être soutenu par le CNC sur le dispositif 15-25 ans, et donc aujourd'hui d'organiser une tournée de différentes œuvres prévu pour le Dôme relatif à la musique et d'organiser donc une tournée française et probablement européenne avec ces œuvres-là. Et enfin, Capture, dont j'ai déjà parlé, qui a été donc présentée à Esch 2022 notamment, au début de l'année 2022. Et c'est tout. Voilà. Donc, ça fait déjà pas mal de projets, quoi. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on fait en distribution. Et comme je pense on le fait tous en distribution, c'est vraiment le maître mot, c'est d'ouvrir différents chemins, de tester, de valider ou non la pertinence de ce modèle-là. Et quand il est valide, eh bien de pouvoir continuer nos efforts dans cette direction. Et quand il n'est pas valide, d'avoir d'autres cartouches pour pouvoir proposer d'autres systèmes d'exploitation. Voilà, en gros. Je sais pas si peut-être des questions. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus le projet justement soutenu pour le public 15-25 ans? Oui. C'était quel type de contenu que vous mettez? Alors, je vais vous en dire ce que j'en sais, parce que c'est pas moi qui me suis occupée de tout ça, c'est Paul Bouchard qui s'est occupé de tout ça l'année dernière. Donc, il se trouve que le CNC a lancé un appel à projet qui était, de mémoire, je vais le dire très mal, mais je paraphrase, de faire revenir, en tout cas d'être attrayant pour un public de 15 à 25 ans sur des œuvres audiovisuelles de qualité. Là-dessus, on a déposé un projet qui a consisté à dire qu'on voulait utiliser une infrastructure qui existe déjà, donc qui est celle des dômes et des planétariums, et de leur proposer une programmation attrayante pour ce public-là. En l'occurrence, une programmation qui est donc des expériences audiovisuelles autour de la musique électronique, fait en général par des créateurs de musique électronique, et de pouvoir organiser une tournée à travers la France, avec ou sans les artistes, selon les dates qui auront lieu, et de faire en sorte de le promouvoir auprès du jeune public, du public de 15 à 25 ans, de façon à faire vivre de façon un petit peu plus... avec un peu plus d'énergie, je dirais, les planétariums, ou en tout cas leur proposer des visiteurs qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Voilà. Et je crois qu'il y a eu un appel à projet. Je ne suis pas sûre que cet appel de 15-25 soit réitéré en fait, d'année en année. Je crois que c'était principalement pour suite au Covid. Ouais, c'est ça, c'était l'appel Covid. Peut-être une question un peu basique, mais qui intéresse tout le monde. On parle de modèle économique, mais on ne parle pas de chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur les budgets de production qui sont forcément dans une fourchette? Ouais. Bon, alors les budgets de production... on parle de 2 millions tout à l'heure ce matin pour le Bal de Paris, mais ça c'est... Ouais, Zienemi c'est pareil, c'est même plus. Ça va. Nous, généralement, ce qu'on fait, on essaye d'être dans une fourchette
Parce que plus le budget est ambitieux, plus il est compliqué à financer. Alors après, on rentre dans des logiques de copro, donc déjà à partir du moment où on est dans des logiques de copro, ça prend beaucoup plus de temps, etc. Pour un musée, pour des musées, on essaie d'être dans des fourchettes entre 200 et 400 000 euros pour des œuvres qui sont inférieures à 15 minutes, hein, généralement. L'idéal, c'est de produire pour 200 250 000 euros pour aller vite. Après, voilà, il y a différents modèles. Il y a des entreprises qui internalisent tout leur développement. Nous, on ne le fait pas. En fait, nous, on travaille. Je ne sais pas si je pense que Chloé l'a expliqué ce matin. En fait, on veut garder une certaine souplesse, construire des équipes en fonction de chaque projet. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est un peu plus cher. Parce que finalement, on n'arrive pas à internaliser et faire travailler des internes toute l'année sur des projets et gagner en compétitivité. On part du principe que nos œuvres sont plus intéressantes parce qu'en fait, on arrive à créer des équipes propres à chaque typologie de projet. Mais voilà, pour vous donner une fourchette large, c'est ça. Après, voilà, tout ce qui touche au home scale, aux multi-utilisateurs, là, on peut vite atteindre des montants très impressionnant, d'autant plus qu'en phase de distribution, en fait, le setup technique va être beaucoup plus lourd parce que voilà, il y a besoin de plus de médiateurs, il y a besoin d'un développement logiciel. Si vous êtes, franchement, je conseille à tout le monde, allez voir Notre-Dame. Au-delà du contenu, c'est surtout le format qui est intéressant. C'est vraiment tout ce que Inici va réussir à développer. Ils ont développé une interface de contrôle, le onboarding, le outboarding, comment le flux est géré, comment les médiateurs, les responsables techniques nettoient le matériel, etc. Enfin, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et pour le coup, c'est vraiment bien huilé comme machine. Voilà, il y a une autre expérience aussi qui s'appelle Infinite aux US, enfin, coproduit par le Centre Phi au Canada, qui est aussi un modèle en soi. C'est 50 utilisateurs Quest en même temps sur la station internationale, qui mélange aussi 6DOF et 360. Donc là aussi, il y a un mélange des formats à l'intérieur même d'un projet. Et là aussi, voilà, il y a un modèle économique. Bon, après, aux États-Unis, ça va vite, 50, 60, 70 dollars le ticket. Mais c'est une expérience d'une heure, c'est un format d'exposition qui est intéressant à découvrir, ou en tout cas à étudier. Nous, on s'inscrit vraiment, on essaie de produire des expériences qui sont inférieures à 10 minutes, qui s'inscrivent dans un parcours de visite qui n'est pas dédié à la réalité virtuelle. En fait, la réalité virtuelle s'intègre dans le parcours de visite d'un lieu. Donc c'est comme ça qu'on travaille majoritairement. Donc c'est pour ça que nos expériences sont moins, la durée est moins longue, donc les budgets sont moins élevés que des expériences qui ont pour but de créer un format avec un ticketing spécifique où on vient uniquement pour tester cette expérience-là. On n'est pas dans ce schéma. Mais c'est des projets qui sont très longs, même très restreints à valider parce que, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de producteurs dans la salle, mais c'est une phase de développement. Donc on dépose de CNC au dev, on va voir les institutions, on va chercher des studios, des aides régionales. Enfin, c'est tout un processus, des dossiers à monter qui mettent du temps et voilà. Parce que vous êtes sur un levier institutionnel. Non, on n'est pas sur un levier, on est sur un financement qui cumule financement privé et public. Ouais, voilà, c'est pas tourné sur les créances Delbu, le Matterhorn. Oui. Ah bah non, on n'est pas sur de la commande. Ou de la proposition. Ou de la proposition, on n'est pas sur de la marque. On n'est pas sur des contenus de marque. Donc c'est ce qui fait aussi qu'en termes oui, bien sûr. On a à de très rares exceptions, et ça, c'est les artistes d'art contemporain ont cette capacité de venir nous voir en ayant fléché déjà un mécène qui finance à 100%. C'est ce qui s'est passé pour les deux expériences de Dominique Gonzalez-Foster. Et c'est vrai que là, pour le coup, on produit en 4 mois. 4-5 mois, ça va très vite. Mais nous, en fait, c'est même pas le fait de produire qui met du temps, même s'il y a toujours une partie des R&D dans chaque projet. Hein. C'est vraiment le fait d'attendre, de postuler, de faire ces dossiers qui sont très lourds. En plus, quand on va chercher du financement européen, donc des pays, caisse des dépôts, etc., c'est encore plus lourd. C'est tout ce process, en fait, qui est très lourd à gérer.
Mais je crois qu'il y en a certains qui connaissent. Non? On doit. Qui a tendance à se tarir ou c'est au contraire justement sur tout ce qui était au Bah non, parce que pour le coup, le plan de relance du gouvernement est assez. Quand même, ils investissent beaucoup dans l'immersif. L'objectif du quinquennat de Macron, enfin, on parlait de métaverse, alors là, le métaverse a pris une balle, mais il y a quand même l'idée d'un métaverse européen fait son chemin quand même. Le fait que Facebook soit un peu mal en point, ça peut peut-être donner aussi une impulsion nouvelle en Europe, mais en tout cas, c'est quand même une volonté politique de soutenir cette industrie-là. Ce qu'on voit aussi dans les musées, c'est que c'est souvent la première expérience qui est la plus compliquée à mettre en place, mais que les musées reviennent. Nous, on a quand même produit, depuis Monet, 3 expériences pour le musée d'Orsay. Donc, c'est pas, voilà, on voit qu'il y a une appétence, on voit qu'il y a une volonté aussi des musées de diversifier leur contenu numérique. Et on voit surtout que le public en redemande, quoi. Nous, on a des taux de satisfaction qui sont très très élevés sur nos expériences. Et au-delà de l'idée première que ces expériences touchent des nouveaux publics, ils touchent aussi les publics des musées. C'est-à-dire que les publics seniors adorent ces expériences-là. Et tout ce qu'on a pu mettre en place comme étude des publics montre ça, quoi, que les plus de 60, on a fait tester Monet à des gens qui avaient 90 ans, ils étaient enchantés. Et alors, à partir du moment où une œuvre, on n'utilise pas les contrôleurs, n'est pas interactive, parce que c'est vrai que dès qu'on utilise les manettes, on perd 70% de notre public. C'est pour ça aussi que les vidéos 360, comme le dit Camille, sont très utiles pour s'adresser à un public plus large. Mais donc tout ça, voilà, pour dire que les voyants sont au vert, j'ai envie de dire. Et non pas, non, au contraire, le CNC nous aide et les guichets européens se multiplient pour ce type d'expérience. Pour revenir sur les musées, vous parlez d'Orsay, qui est un musée qui est quand même assez, qui a un grand musée, qui est moyen et qui est humain. Il y a un enjeu sur la diffusion dans des plus petits musées qui, par exemple, au contraire d'Orsay, ont plus de difficultés même à programmer des expositions pour lesquelles ce type d'exposition peut être vraiment intéressant, en compensation parfois d'une programmation d'exposition. Moi, je ne démarche plus les gros musées. Non, mais justement, je suis sûre que vous êtes convaincu de ça. Et donc, vous parliez de la plateforme tout à l'heure que vous avez lancée dans 6 mois, avec un enjeu de marketing assez important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur la manière dont vous allez lancer cette démarche de prospection, marketing en France, probablement au plan international par quel bout vous prenez les choses? Par quel bout on prend les choses? Alors déjà, moi je vais parler au jour d'aujourd'hui sur mes objectifs en termes de prospection. En fait, moi je ne vais plus voir les grandes institutions, déjà parce qu'on les connaît et parce qu'on les fait venir en coproduction. Donc moi, en fait, en phase de distribution, je vais plutôt voir les institutions des moyennes villes, parce que personne ne va les voir, déjà, premièrement. Et quand je dis vais, je vends presque automatiquement. Donc c'est ce qui est quand même formidable, parce que c'est souvent des musées où il y a des expositions, il y a moins de renouvellement d'expositions temporaires. C'est des musées qui n'ont pas forcément eu des budgets hyper importants sur de l'appel d'offres de contenu pour produire des contenus digitaux, donc qui n'ont pas forcément une programmation digitale très variée. Et ils ont du budget. Et ils ont beaucoup de budget. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir le Louvre ou le musée d'Orsay, il ne faut pas se dire « Ah bah c'est super, ils ont un budget énorme ». Au contraire, parce qu'en fait, ces institutions-là sont démarchées par des marques qui veulent utiliser en fait la vitrine de ces musées-là pour faire de la com. Donc en fait, généralement, ces musées-là ont cette capacité d'acquérir des contenus gratuitement. Le musée du Louvre le fait, Versailles le fait énormément. Versailles, vous avez une expérience en AR sur les lapins crétins produits par Ubisoft qui cartonnent et ils n'ont déboursé pas 1 centime sur la production. C'est-à-dire que c'est Ubisoft qui a se financé à 100%. Ce qui est très bien pour la promotion de l'AR, hein, mais en tout cas pour nous, ce qui est quand même assez
assez gênant, parce que quand on va frapper à leur porte et qu'on leur dit bah, finalement ça coûte ça, ils n'ont pas d'habitude. Donc dans les musées de région, ils ont souvent des aides départementales, régionales, et c'est toujours plus intéressant. Le processus décisionnel est beaucoup plus rapide, et ça c'est super. Donc moi je ne m'intéresse aujourd'hui qu'à ces institutions-là, et comment on va les démarcher avec Unfriend, on va faire ce travail de niche, et on va faire ce travail d'aller les voir, parce que je pense qu'il faut aller les voir. Alors on travaille sur des technologies virtuelles, mais le contact humain est hyper important. On explique toujours que la médiation fait partie de l'expérience, et c'est pour ça que cette expérience, cette plateforme-là va être aussi un outil pour les médiateurs, pour leur montrer comment il faut apprivoiser ces technologies, comment il faut présenter ces expériences-là, parce que ça fait vraiment partie du package. Et je pense qu'on va aller les voir, et ça c'est vraiment une volonté et toute l'équipe commerciale qu'on veut créer autour de cette expérience, de ce projet, va être beaucoup basée en région. On va essayer de décentrer le regard, essayer de se dire c'est pas une entreprise parisienne, c'est pas une initiative parisienne, au contraire on veut s'appuyer sur des contacts locaux pour parler plus facilement à ces institutions-là. Je donne un exemple parce que ça montre vraiment comment ces institutions-là travaillent. On travaille avec le Louvre-Lens qui ont une équipe incroyable. Et je ne sais pas si Chloé a dit cette anecdote ce matin, la directrice du public du Louvre-Lens, c'était la directrice de communication du club de foot de Lens. En fait, elle est allée voir le musée de Lens, elle a dit « Moi, je connais tout le monde. Je connais tous les gens. Parce que j'ai fait la com pendant 20 ans du club de foot. » C'est comme ça que ces institutions travaillent. C'est-à-dire qu'eux, ils s'appuient sur des gens qui connaissent leur public. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les toucher, c'est en parlant la même langue et en allant les voir, en leur présentant ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on va les... C'est pas en faisant de la pub digitale, c'est vraiment en allant les voir. Alors, moi, c'est un peu à côté. C'est en fait, vous parlez de l'œuvre avec les auteurs. Alors, moi, je connais les auteurs en cinéma. Et est-ce que, comme à vous, en fait, est-ce qu'ils ont été dans le droit, ils ont été identifiés? C'est sûrement pas les mêmes. Est-ce que vous pourriez me les donner? Les auteurs d'une œuvre, c'est une œuvre collective finalement, puisque vous faites. Ah non, alors, ça dépend. On a des réalisateurs, des créateurs, alors ça dépend. Alors, on a des réalisatrices et des réalisateurs, des auteurs et des autrices qui viennent de différents univers. On a des personnes qui viennent du milieu de l'édition, des personnes qui viennent du design, de l'architecture, du documentaire, de la fiction. Vraiment de tout horizon, mais qui sont généralement... on a un ou plusieurs pilotes, et nous, ce qu'on fait en tant que producteur, ce que fait tous les producteurs, c'est-à-dire qu'on crée les équipes autour d'eux pour les accompagner dans leur processus. D'accord, c'est pas en fait mais c'est pas une œuvre collective, c'est pas des postes, le réalisateur, mais on a des postes réalisateurs, réalisatrices. Ça, c'est des auteurs. Ouais. Et on a des autrices, auteurs. Et après, on a des lead développeurs, des directeurs artistiques, et comme un chef opérateur. Mais ils ne sont pas auteurs, donc c'est... Eux ne sont pas auteurs. Ouais, c'est ça que je voulais savoir en fait. S'il y a d'autres postes qui ne sont pas dans le cinéma. On a des postes, oui, on a d'autres postes que... les lead développeurs, ça n'existe pas au cinéma, sauf peut-être pour les VFX, mais ouais, on a des 3D, voilà, des directeurs artistiques 3D, mais c'est à peu près la même chose en fait. Non, ça c'est des postes techniques, mais en cinéma, on parle bien de 5 catégories qui sont auteurs en fait. Et qui perçoivent des droits d'auteur. Et qui perçoivent des droits d'auteur, c'est ça. C'est ça, c'est les mêmes catégories, parce qu'on est considéré comme une œuvre audiovisuelle par le CNC. Donc en fait, on a les mêmes minimums sociaux, les mêmes, on a les mêmes conventions collectives. C'est vraiment, c'est une œuvre audiovisuelle. Et ce projet-là, le projet Unframe, il a été aidé par Creative Europe au même titre que Univers Ciné ou Time en documentaire, comme un projet de plateforme de diffusion d'œuvres audiovisuelles. C'est ce qu'on a bien valorisé auprès de la Creative Europe, parce que pour eux, c'est pas forcément tout de suite
simple que ce soit des œuvres audiovisuelles, mais finalement ça l'est. C'est juste le médium qui change. Et donc, des toutes petites questions sur la plateforme. Ouais. Moi, en tant que public, ça m'intéresse, mais je ne connais pas très bien. Mais c'est pas pour vous. Mais où est-ce que, en fait, je peux trouver, dire, ah, j'ai lu cette œuvre, j'en ai entendu parler, où est-ce que je peux la voir? Eh ben, vous avez deux options. Soit vous nous téléphonez, version moi, soit vous allez sur les stores spécialisés, Steam, Vive, Port et MetaQuest, mais vous allez trouver d'autres productions, pas forcément les nôtres. Mais c'est bien intéressant parce que c'est un peu paradoxal évidemment. Tous les appareils ont été pensés pour un usage à la maison. C'était quand même ça initialement l'histoire de la réalité virtuelle. Et au départ, les plateformes de diffusion étaient aussi pensées comme du Netflix quoi, à la maison. Et puis en fait très vite, donc ça c'était la première bulle VR, là on est en 2016, 2017, 2018, et là on s'est rendu compte que les gens ne s'équipaient pas. Parce que de toute façon personne n'y comprenait rien et que c'était assez cher et que la proposition de valeur en fait derrière l'achat d'un masque à plusieurs centaines d'euros n'était vraiment pas très claire. Et donc c'est là que sont apparus les lieux. Et il y a eu d'ailleurs à Paris beaucoup de lieux qui se sont ouverts à la fois pour du gaming, donc pour des expériences vraiment ludiques, quoi, escape game, etc. Mais aussi effectivement les musées, des médiathèques qui ont commencé à accueillir du public pour leur présenter une sélection d'œuvres éditorialisées. Et en fait, résultat des courses, qui a été un peu difficile pour nous tous, à la fois pour des producteurs diffuseurs comme Lucide, mais aussi pour nous qui sommes diffuseurs, c'est que du coup, on se retrouvait à utiliser une technologie pensée pour la maison, et à devoir l'industrialiser d'une certaine façon, faire en sorte que moi j'ai un spectateur qui rentre toutes les 10 minutes, donc il faut que ça fonctionne. Et ça a été vachement compliqué au début parce que c'était pas du tout prévu pour ça et que donc ça buguait. Mais on est encore avec ces difficultés-là aujourd'hui, hein, parce que les constructeurs n'avaient pas pensé la chose pour un usage sur un lieu pour monter, démonter, parce que c'est beaucoup ça qu'on fait en événementiel. C'était je le mets chez moi dans mon salon, et puis quand ça bug, c'est pas grave, parce que je suis chez moi dans mon salon, donc je peux redémarrer, j'enlève, je bidouille mon truc, etc. Quand on est dans un usage industriel, il faut que ça marche. Excusez-nous, il faut qu'on bidouille. Non. Donc c'était ça la grosse difficulté au départ. Et aujourd'hui, je crois qu'on est... déjà, on a essuyé pas mal de plâtre, donc on est quand même un peu plus performant. Puis la technologie, elle aussi, est un peu plus performante et un petit peu moins en version bêta, hein, parce qu'au début, on travaillait vraiment avec des choses compliquées. Avec un appareillage qui était vraiment compliqué. Et puis là où ça devient hyper intéressant, c'est qu'on a Pico aujourd'hui, qui est donc une marque chinoise, qui contrairement au Quest, qui donc appartient à Meta, a la volonté de venir vers nous, les professionnels de la monstration, pour justement nous fournir une technologie à la fois du hardware, donc de l'appareillage, mais aussi du software qui soit beaucoup plus robuste et qui soit fait pour cette monstration publique. Mais là où ça devient un petit peu étrange, c'est que c'est les œuvres dont on parle là et la façon dont elles sont présentées au public, en fait, elles ne sont pas visibles autrement que dans ces lieux. Ce qui est un peu étrange parce que ça utilise finalement une technologie qui a été pensée pour être vue à la maison. Donc voilà, on est un peu dans un paradoxe, mais je pense que ce paradoxe va vite se résoudre. Non pas parce que les gens vont s'équiper nécessairement chez eux, parce qu'il y a aussi une problématique d'obsolescence très rapide des appareils, et puis de savoir-faire, de faire fonctionner ces appareils. Tout le monde n'a pas envie forcément de se plonger dans le fonctionnement d'un appareil VR. Mais en tout cas peut-être une habitude qui va être prise par les spectateurs de se rendre dans un lieu pour faire une expérience, l'expérience qui leur est proposée, quoi. Et nous, en tout cas, juste pour terminer là-dessus, on a hâte que Enframe existe parce que ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Alexandre, il y a quand même toutes sortes d'institutions qui ont envie, mais qui ne savent pas par quel bout prendre les choses. Et donc d'avoir une plateforme qui leur facilite cet accès-là et qui leur montre que c'est possible. Et en fait, à ce jour, c'est possible assez simplement, d'une certaine façon, surtout par rapport à ce qui se passait il y a 5 ans. Et c'est ultra salutaire et je pense qu'il y a vraiment un manque de ce côté-là, et donc c'est super chouette que Enframe existe. Bientôt. Je rebondis sur ce que disait ma voisine, c'est qu'en fait il n'y a quand même pas
communication grand public sur où voir telle œuvre. En fait, ça pourrait être un onglet grand public de votre de Unframe. C'est une fois que vous l'avez vendu pour qu'on puisse se dire ah bah tiens, moi je l'ai vu et j'aimerais bien aller voir grand public. Ouais, mais normalement, c'est pas notre boulot en fait. Normalement, c'est le boulot des diffuseurs. En fait, déjà, je mets au défi n'importe quelle personne dans la rue de citer un producteur de documentaires. Ils ne les connaissent pas du tout. Donc je vois pas pourquoi ils connaîtraient. Et les distributeurs, peut-être encore moins. Mais en fait, un producteur du visuel, aujourd'hui, c'est pas lui qui va toucher le public. C'est le diffuseur. Tout à l'heure, vous parliez d'Allociné, c'est un bon exemple. Oui, mais l'Allociné B2B. Oui, tout à fait. Parce qu'on a tous en tête, c'est le Allociné, évidemment, modeste, qui serait une sorte de base de données et qui, quel que soit le porteur. Après, l'Allociné, vous pouvez pas voir sur le ciné. Non, mais ça existe. Oui. C'est un petit repérage. C'est la promotion. Oui, ils font la promotion, mais après, ça ne veut pas dire que l'œuvre en tant que telle soit accessible. Non, mais on va aller dans telle la France pour aller voir. Non, mais c'est. Ouais. Vous écoutez cette pierre, on a en fait ce sujet, et puis ce que je ressens là, c'est entre la diffusion et la distribution. Il y a une œuvre, quelque chose. Donc là, on a effectivement la diffusion par rapport à un film. Vous avez des systèmes de distribution, auxquels vous serez réfléchis, que ce soit des ventes, des manettes. On bosse avec d'autres événements. Donc on a des dispositifs techniques, mais c'est vrai qu'une solution comme une en B2B, quelle est la solution technique qu'elle amène aussi à son client B2B? En B2B? Bah oui, parce que vous êtes en B2B. Donc en B2B, il va y avoir bien sûr, on va avoir un peu de location de matériel, mais ça va être aussi de la mise en contact, par exemple, de lieux avec diversion, ou l'idée c'est aussi d'avoir on veut créer un annuaire de location de matériel en fait, où en fait dans n'importe quel pays, un lieu va pouvoir être connecté avec des possibles prestataires locaux pour pouvoir louer les ordinateurs ou les casques VR. Ça c'est aussi une volonté de l'Europe de créer des circuits qui respectent un peu les engagements environnementaux. Donc nous, on incite de plus en plus les lieux à louer le matériel parce qu'il y a une obsolescence programmée, parce qu'il y a des prestataires qui existent et qui louent ce matériel déjà. Donc ça aussi, on veut mettre en lien ces lieux de diffusion avec ces prestataires-là. Et puis, que dire de plus? Et puis il va y avoir bien sûr, on a un parc quand même assez important de casques et d'ordinateurs, nous, et ça va être aussi de mettre à disposition pour certaines expositions. Mais aujourd'hui, quand même, il y a un casque VR, il y a en 2018 un très bon casque VR, ça coûtait quand même 1300 €. Il y avait des caméras tracking, il fallait avoir des pieds, il y avait un fil qui traînait, il y avait un ordinateur derrière avec une carte graphique de gamer. Voilà, aujourd'hui, le Quest 2 a quand même fait évoluer les choses. Il y a le Vive Focus 3, donc il reste un peu sur il y a le Pico Neo 3 et le Pico Neo 4 qui arrivent, qui ont quand même des tarifs assez bon marché. Aujourd'hui, un lieu qui veut acheter 10 casques VR, c'est pas un investissement de dingue. C'est 2 ordinateurs, enfin c'est on va dire 5 000 €. Tout compris, donc bon, c'est pas fou. Donc on est quand même aujourd'hui, on a une barrière sur l'investissement technologique quand même, qui est quand même redescendu de 2-3 étages. Ouais, justement, c'est noté, mais après, c'est qui fait l'accompagnement de ça, c'est la formation. On parlait sur le déploiement, très bien, les galères, même qu'on met en place, qui gère la maintenance, qui a laissé le casque au soleil, qui a cramé, qui a fait des classiques, enfin, c'est ce genre de choses où là, pour le coup, c'est ce maillon entre la plateforme qui sait récupérer les bons contenus que vous allez faire pour pouvoir ensuite les mettre à disposition. Et ensuite, donc vous faites aussi, et ensuite les bons dispositifs qui vont être, est-ce que vous mettez une mallette, est-ce que vous mettez un mobilier, est-ce que vous mettez ce genre de choses, mais ensuite comment et on le voit bien, le côté médiation, on a essayé de laisser en libre service. Non, le libre service, ça marche pas. Les casques qui cassent, ils arrachent, ils les font voler, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc les personnes qui sont occupées. Mais je dirais qu'il y a un prérequis quand même à un lieu qui voudrait programmer la réalité virtuelle, c'est qu'ils aient envie. Parce que si l'équipe derrière la personne qui décide n'a pas envie,
le projet n'existera pas. Donc c'est ça qu'il faut. Et je crois que ce que peut offrir Unfriend, par exemple, c'est ce que tu expliquais, que les gens, il faut que toute l'équipe voit le projet en question et que toute l'équipe soit enthousiaste et ait envie de sortir de leur zone de confort, parce que clairement ça va être nouveau, ça va être des galères. Après, si on n'a pas l'enthousiasme de se lancer dans un nouveau projet, on va apprendre plein de choses. Ça va être compliqué. Non, mais et puis il y a tout un volet, on va dire, politique, qui est, on arrive dans une, enfin moi ça nous est arrivé plusieurs fois, on arrive dans une institution où il y a des médiateurs qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, on fait le même métier depuis 20 ans, 25 ans, et c'est comme dans tous les corps de métier, quand on arrive avec un outil révolutionnaire, en fait, voilà, il y a une réticence. Il y a eu ça pour l'ordinateur, il y a eu ça pour tout. Je ne vois pas pourquoi la réalité virtuelle serait exemptée de ça. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, quand je parle de politique, c'est que je dis au musée, attention, dans les fiches de recrutement de vos médiateurs, maintenant il faut mentionner le fait que vos médiateurs vont pouvoir manipuler des technologies immersives, ça peut être de l'AR, ça peut être de la VR, mais ça aussi, cette volonté politique, et ça c'est le combat de PXN, c'est le combat des syndicats de producteurs, on pousse les institutions à déjà anticiper ces changements et à partir du moment où un médiateur est prévenu que dans sa fiche de poste, il va avoir à manipuler ces technologies-là, déjà on n'est plus tout dans le même dialogue. Et puis comme dit Camille, je pense que c'est aussi une volonté, je pense que c'est une volonté d'un service digital ou numérique d'un musée de donner une vraie impulsion. Quand moi je me déplace dans un musée en province, je dis toujours aux gens, je ne veux pas que rencontrer le directeur ou la directrice numérique, je veux rencontrer la directrice du public, je veux rencontrer la communication, et quand je viens, quand je fais ce déplacement, je veux vraiment que tous ces acteurs soient autour de la table et puissent passer dans le casque, parce que c'est hyper important d'impliquer tous les services. Dans un parcours de visite, on va avoir différentes personnes qui vont intervenir à différents échelons, et il faut que toutes ces personnes-là soient impliquées et tester l'expérience en question. Et par contre, j'ai une autre question qui est peut-être à côté de la table, j'en sais rien, mais je reviens sur le modèle économique. Je me mets justement du point de vue de l'institution culturelle ou du musée. Ce que j'ai compris des tables rondes de ce matin, c'est qu'effectivement, en termes de coûts, pour le visiteur, pour le spectateur, on ne pouvait pas donc lui faire mettre le prix du coût réel de la technologie, que c'était une bonification du ticket, ou genre de choses-là, à peu près 4 €. Comment est-ce que l'institution culturelle elle-même finance donc l'achat des droits, l'équipement, la médiation, enfin tout ce qu'il faut qu'elle mette en place, et comment est-ce qu'elle le justifie entre guillemets. J'imagine au départ que c'est peut-être justement des subventions ou du mécénat, c'est-à-dire qu'elle va voir son mécène en disant voilà, je vais enrichir mon expérience visiteur, on va lui proposer ça, etc. et donc vous le financer. Est-ce que vous avez connaissance justement des modèles économiques du point de vue de l'institution culturelle qui veut se doter de cet équipement ou de ce projet-là? Alors déjà, Unfriend Collection leur permet d'être facturés en fonction de l'affluence. Donc c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de droit de diffusion, l'institution ne sort pas de budget avant de présenter l'œuvre. Donc c'est ce qu'on veut déjà initier à travers ce projet. Et sur le retour sur investissement, il faut partir des projections. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à faire ces projections. Par exemple, au musée du Louvre à Lens, on a sur un dispositif sur 10 casques, on a mis en place un taux de rotation de 15 minutes, l'expérience dure 8 minutes, 7 minutes. Entre deux utilisateurs, il faut juste nettoyer le casque. Un médiateur peut encadrer 5 stands, deux médiateurs peuvent encadrer les 10 postes. Donc tout ça, on est capable d'anticiper déjà les coûts internes que cela représente. Et un musée qui connaît son taux de visiteurs, c'est-à-dire son taux de remplissage à 70%, des capacités, nombre X de visiteurs par jour, on est capable de faire des projections. Alors, parce que il ne va pas gagner beaucoup d'argent. Le budget qui manque, quoi. Puisque, a priori, le visiteur ne va pas payer le coût total. Donc, qui paye? Oui, mais le visiteur paye également le coût total, quel que soit ce qui est de toute façon.
Donc, et les musées sont déjà dans des situations difficiles où, malgré le mécénat et les subventions, ils ont du mal à se maintenir à flot. Là, vous leur proposez quelque chose d'excitant, mais qui va renchérir leur coût. Donc, comment est-ce qu'ils vont le Quand je parlais du ticket à 4 €, sur ces 4 €, pour présenter monnaie par exemple, on a 2,40 € qui vont aller sur les coûts de médiation et les coûts techniques. Comme j'expliquais, aujourd'hui, équiper un musée de Picasso, ça coûte 5 000 €. Je ne vais pas faire le tableau Excel tout de suite, mais si on part sur une exposition de 3 mois, et si on part sur, on va dire, 10 visiteurs par jour et par poste, x 10, ça fait 100 visiteurs, x 25 jours ouvrés, on est déjà à 2500 visiteurs, on peut arriver très vite déjà à absorber ces coûts techniques. Et puis après, les médiateurs, trouver un système de rotation dans leurs équipes pour que les médiateurs passent une demi-journée par jour sur ce stand. Vous voyez, ça va pas être très élevé comme coût en fait. À partir du moment où en fait, on est sur une technologie, ou sur un format d'expérience qui est assez simple à présenter. C'est partout. Sur une expérience de roomscape qui nécessite 100 mètres carrés, on va être sur des réalités économiques qui vont être autres. Aujourd'hui, Champollion, on a besoin de 1,50 m par 1,50 m, donc on est capable de mettre beaucoup d'utilisateurs. Si la machine est bien huilée, normalement ça ne coûte rien à l'institution. Après voilà, D'accord, donc le modèle économique, si tout va bien et selon les projections, normalement ça doit être Ils retombent sur leur part. Ils retombent sur leur part, ça c'est sûr, sur leur pied. Mais voilà, le principal coût, c'est le coût humain. C'est comment payer les médiateurs pour s'occuper de ce stand. Ce n'est pas les coûts techniques. Aujourd'hui, ce ne sont pas les coûts techniques. Enfin, en tout cas pour le type d'expérience casque autonome, donc sans filaire, sans PC, parce que dès qu'on a ce type de dispositif, c'est sûr, c'est les expériences les plus intéressantes, graphiquement parlant. Mais c'est plus haut. C'est un ordinateur qui coûte 2500 €, c'est des cadres à changer, c'est des médiateurs qui sont formés à la manipulation de ces technos. Non, peut-être juste pour revenir sur parce que je ne sais pas si on a trop répondu sur cette histoire d'halluciner là. Non, mais c'est intéressant parce que pourquoi ça n'a... En fait, nous distributeurs, ça n'a pas tellement de sens pour nous de communiquer sur Allociné, parce que finalement, les jauges... Et c'est pour ça qu'on s'adosse souvent à des institutions. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec le 104 à Paris dans le 19e, s'appuyer sur des institutions qui ont de quoi communiquer, à la fois en termes de personnel qui savent communiquer et aussi en termes de visibilité. C'est vachement intéressant parce que nous, petite diversion cinéma, c'est difficile pour nous d'avoir accès à avoir autant de visibilité en fait. Le 104 qui envoie une newsletter, c'est hallucinant. Nous, on envoie notre newsletter, je veux dire, bref, c'est pas hallucinant. Donc pour nous, c'est pas très intéressant de communiquer sur Allociné parce qu'Allociné, typiquement, c'est extrêmement grand public. Et pour vous toucher, ça demande des coûts à la fois humains et à la fois en cash qui sont sans aucun rapport avec les recettes qu'on va pouvoir générer. Ça c'est une première chose. L'autre chose malgré tout qu'on appelle de nos voeux depuis un petit moment, c'est qu'il y ait des journalistes qui s'intéressent à la création en réalité virtuelle. Ça a été très compliqué pour nous de les intéresser. On a pas mal travaillé aussi avec le Forum des images. On avait un petit cinéma de réalité virtuelle là-bas, etc., pour les faire venir, pour faire des premières, pour engager des discussions avec les créateurs et tout. C'est très très compliqué de les intéresser, parce que je pense que c'est des gens qui sont débordés aussi. Mais aussi, je crois, je ne sais pas s'il y a des journalistes parmi vous, qui sont un petit peu décontenancés. Parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire pour parler de la réalité virtuelle. Ils n'ont pas c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est complètement nouveau. Ils n'ont pas la culture générale, disons, pour faire des comparatifs, pour pouvoir établir des ponts entre telle et telle œuvre, se dire ça c'est plutôt inspiré de ça me fait penser à ça, etc. Donc ils sont un peu décontenancés, et donc en général, quand ils écrivaient, en réalité, parce que je vois
très peu d'articles qui paraissent sur les œuvres. Quand ils écrivaient, ils parlaient surtout de la technologie. Ce qui nous rendait fous. Parce qu'on s'en fiche en fait du masque qui est utilisé. C'est pas ça qui nous intéresse. Surtout si c'est pour parler d'un masque de Facebook, quoi. Je veux dire, bon, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Finalement, le premier article qu'on a eu, ça c'était vachement intéressant. Le premier article qu'on a eu et qui a parlé du contenu, qui a parlé des œuvres qui étaient dans le masque, c'était un article de Libération qui est paru au printemps 2021. Lorsqu'on a sorti le dispositif VR2Go avec le 104. Donc VR2Go, c'était un projet de confinement et ça a été la possibilité pour le grand public de louer un casque de réalité virtuelle à la maison pour 48 heures avec un programme à l'intérieur de ce casque. C'est ça qui a fait ensuite, qui a fait exister donc, la mallette Vroo. Et donc ça, c'était vachement intéressant parce que pour une fois, il n'y avait même pas la marque du masque qui était mentionnée. Donc ça, c'était génial. Et il y avait en revanche tout le catalogue qui était passé en revue avec des appréciations. Ça, j'ai aimé, ça, j'ai pas aimé, ça m'a semblé intéressant, etc. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment super. Et pour nous, c'était une super victoire. Alors malheureusement, il n'y a eu qu'un seul article. Mais c'était Libé, c'était pas si mal. Et donc voilà, donc ça a été assez chouette. Et on espère qu'il y aura finalement... Enfin, on a besoin que la presse... que des leaders d'opinion, je crois qu'on dit, aient plaisir et envie et sachent finalement parler de ces œuvres-là. Et donnent envie, absolument, ouais. Mais je crois que les grandes expériences, comme a pu en produire Lucide, parce qu'elles ont été très vues, etc., dans les musées, et aussi comme le fait Emissive, ça nous aide, clairement, parce qu'il y a des critiques quoi, qui sont faites. Mais vraiment sortir de la description du dispositif, ça c'est vraiment, vraiment primordial. Quoi. Mais c'est sûr que ça sera compliqué de les trouver. Pour le moment, parce que c'est encore les mêmes chances. Ouais, pour le moment, mais en fait, c'est toujours un peu compliqué d'aller voir une institution et de leur vendre une exposition quand l'expérience est disponible sur un store pour 2 €. Même si on leur dit que ça touche personne, toujours on arrive avec un niveau de discours qui peut être pas forcément compréhensible par des non-initiés. Donc, et nous, clairement, ça nous rapporte 0. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont sur les stores, c'est des gamers. Point. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des jeux ou du contenu. Alors, le contenu spatial marche super. Même l'animation que produit les films d'animation produit beaucoup à la classe 5 touche quand même déjà beaucoup plus large, mais c'est pas forcément ce qui est le plus consommé sur les stores. Ça reste quand même du gaming et du shooting principalement. C'était un des freins, justement, tu parlais tout à l'heure du développement, on l'a vu, la profondeur, il y avait toujours un blockbuster qui sortait avec le nouveau Quest 1, que ce soit la géographie ou ce qu'on avait à côté. Donc voilà, on est parce qu'il faut un contenu pour le produit, mais on a vu justement ce manque de profondeur de contenu ou des clients justement c'est tous ces jeux avec des zombies et ainsi de suite. Mais alors justement toute l'utilité de la VR et de l'écriture narrative qu'on a au travers de la VR, est-ce qu'on voit Annecy tous les ans, soit Domini ou d'autres, tout ce qui existe, ce n'est pas accessible. Et même sur les stores, pour certains, c'est même sur les stores. C'est pour ça que quand tu me parles justement d'une plateforme comme la tienne, je dis bah ouais, c'est super, mais est-ce qu'on aura justement tout ce qu'on peut voir, des productions des Gobelins, des productions des studios de chez Pixar, des Google, les Pixar et Google, je suis pas sûr. Non, mais voilà, c'est ce qui serait génial. Et comme il n'y a pas d'investissement sur un. Parce que justement, il n'y a pas assez de casques vendus non plus, ça prend la queue, un petit peu chien, c'est pas drôle, mais finalement, on n'arrive pas sur des contenus qualitatifs, type National Geographic ou Griffiths avec les films d'escalade avec Alex Arnold, ou ce genre de choses. Où, là, il y a vraiment un contenu qui est top, en fait. Ouais. Il y a de plus en plus d'artistes qui s'intéressent au médium. Yann Kounen, c'est sa deuxième, il en a fait 2 déjà. 3, je Et crois. il y en a d'autres. Marina Abramovic s'est intéressée à la VR, sur la film Du coup, c'est vrai que c'est dommage que justement, quand tu dis les institutions, pour moi, c'est une plateforme de marque aussi. Ça rend dans la plateforme de marque et dans la présence de la marque, en fait, finalement. Oui, mais parce que comme c'est
on répond, aujourd'hui, le marché, il est là. C'est qu'aujourd'hui, notre public, il n'est pas chez lui, en fait, parce qu'ils ne sont pas équipés. On suit, en fait, le marché. Quand demain, en fait, on va avoir X personnes qui s'intéressent à l'art, qui sont équipées chez ETS, peut-être que notre marché il va se déplacer sur le B2C. Mais aujourd'hui, le B2C, nous, on ne les touche pas du tout. Enfin, on n'y arrive pas, quoi. Et en fait, le marché n'existe pas. Par contre, le B2B, c'est clairement le marché qui existe. Et c'est là où on rencontre notre public, le public final. Mais voilà, mais ça évolue tellement vite. Demain, peut-être qu'on arrivera à produire des œuvres de réalité virtuelle très ambitieuses. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Vroom, via Vroom, qui organise des concerts sur ViraChat. C'est un métavers. Ouais, non, bah là c'est ViraChat, donc on peut dire que c'est un métavers. Mais au-delà de ça, c'est que c'est un contenu grand public, un modèle de diffusion grand public. Autre, c'est intéressant de voir qui ça touche, avec des grands noms comme Jean-Michel Jarre, en nom. Parce que lui, il est intéressé par le sujet aussi. Ouais, il est intéressé, mais je sais qu'il y a d'autres grands artistes qui s'intéressent aussi. Bah là, il y a un modèle de diffusion qui est très B2C, mais après, je voudrais savoir quelles sont les personnes qui se connectent à ViraChat pour suivre un concert de Jean-Michel Jarre. Je pense qu'au niveau de la geek-attitude, on est très haut. On est très haut. Ça pourrait être marrant de voir des gens chez eux en train dans le concert de Jean-Michel Jarre. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite de tester des choses. Ils testent des choses, ils testent avec vraiment un succès. Ils sont devenus, on ne peut pas parler de licorne, mais ils sont devenus quand même un studio qui est hyper regardé à l'international et qui attire de nombreux investissements privés, donc ça marche. Oui. Je voulais revenir sur une question qui a été posée ce matin, parce qu'on parle beaucoup d'institutions culturelles et derrière on met beaucoup de nos musées ou au cinéma ou au planétarium. Et vis-à-vis du spectacle vivant, du coup j'ai l'impression quand même qu'on est beaucoup à s'intéresser à la chose, à essayer de en plus avoir potentiellement les moyens de pouvoir s'équiper avec ce genre de technologie. On est très en demande, j'ai l'impression aussi, pour utiliser les nouvelles technologies, que ce soit la VR ou l'AR ou même encore autres, sur l'outil comme médiation vis-à-vis de nos publics. Surtout que je crois qu'on a aussi une histoire, nous, dans les lieux du spectacle vivant, où la question du théâtre immersif, elle existait, on va dire, avant même que la technologie nous mette dans ce rapport-là au public. Aujourd'hui, on arrive même à programmer des spectacles qui l'utilisent, et donc on arrive finalement à cette question d'interactivité et même à cette question de VR parfois dans les pièces qu'on programme. Mais aujourd'hui, avec ce que vous proposez, comment on peut nous essayer de se rattacher au bateau, j'ai envie de dire, vis-à-vis des musées par exemple. Alors je serai au TMN Lab. Oui, la semaine prochaine. Il s'avère que nous, on n'a pas forcément un catalogue pour diffusion dans les lieux de spectacle, mais on s'y intéresse de plus en plus. On est en train notamment de produire une œuvre qui mélange réalité virtuelle avec performance, acteur en live. L'expérience Eve, que je trouve assez incroyable, et qui a été créée par une danseuse avec un casque 360 qui, je vous la conseille fortement parce qu'elle est magnifique cette expérience. Mais c'est toujours un peu, en termes de modèle économique, pour le coup, ça rajoute un degré au-dessus. À partir du moment où on a la live performance, ça rajoute encore des coûts. Mais on s'y intéresse beaucoup, il y a des choses magnifiques qui existent. Je suis pas le mieux placé pour en discuter parce que, comme je viens de le dire, j'ai contacté le TMN Lab pour essayer d'instaurer plus de discussions avec vous, lieu de spectacle vivant. Donc, la semaine prochaine, peut-être que je pourrais peut-être en dire plus, ou en tout cas avoir un échange beaucoup plus ciblé sur ça. Mais nous, ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Mais il faut des œuvres qui existent, et aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même Adrien M, Clairvé, etc., des gens comme ça qui réussissent
très bien à diffuser. Mais je ne connais pas les coûts, ça doit être quand même assez important pour les ateliers. Voilà. Ouais, sur le spectacle vivant, enfin en tout cas du spectacle vivant qui utilise, dans les œuvres de spectacle vivant qui utilisent la technologie, là il y a quand même des journées qui sont vachement intéressantes, c'est celle dans le cadre du Festival d'Avignon au Grenier à Seine. Il se passe, moi j'ai fait pas mal de choses là-bas il y a 2 ans, parce que cette année je suis pas allée, c'est 2 membres de l'équipe qui sont allés, c'est justement tout ce dialogue-là, il s'instaure pas mal là-bas. C'est toujours intéressant. Alors, il y a quelques spectacles qui existent, qui utilisent la VR notamment. Et puis c'est toujours intéressant de voir, pour nous, chez Diversion, on est dans du cinéma, raison pour laquelle aujourd'hui on travaille beaucoup avec les festivals de cinéma. Donc on a un peu ce prisme-là, et donc quand on sort un petit peu de notre milieu naturel, disons, pour aller vers le spectacle vivant, c'est vachement intéressant parce qu'on se retrouve avec des gens qui jouent vraiment avec les technologies et qui ont un regard et une utilisation qui est complètement différente de ce qu'on attend, de ce qu'on voit plutôt côté des cinéastes, quoi. Donc voilà, et justement en termes de médiation, c'est aussi vachement intéressant parce que la médiation fait partie, dans ce que j'ai pu voir moi, fait partie intégrante du spectacle en réalité. Et ça c'est vraiment intéressant, tous les spectacles en fait. Et la technologie est mise en scène aussi, etc., avec de nouvelles formes de narration, des nouvelles manières de raconter des histoires et de faire participer son public, qui est vraiment hyper enthousiasmante et parfois un peu décompensante aussi pour nous. Donc il y a clairement quelque chose à faire, et je pense qu'en termes de business model, la VR, le spectacle vivant, comme je disais ce matin, la VR est beaucoup plus proche du spectacle vivant que ne l'est du cinéma. Parce que le spectacle vivant, ça ne s'industrialise pas, ça reste quelque chose de très intime finalement, alors que le cinéma s'industrialise, et aujourd'hui la VR n'est pas vraiment prête à être industrialisée. En tout cas, je suis allé au Québec il n'y a pas longtemps, et eux investissent à fond là-dessus. Notamment, il y a des lieux comme les 5 Doigts de la Main, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, qui mélangent cirque et réalité immersive, qui ont levé énormément de fonds publics. C'est vraiment une volonté du Québec à la fois politique et aussi Éthique Québec de structurer ces industries-là. Et ils mettent beaucoup de fonds et avec des ambitions très hautes. Donc je pense que c'est un modèle, je pense qu'on est un peu en retard en France, on va rien vous cacher là-dessus. Et il y a quand même des... Après, c'est vrai que Blancali, quand elle s'intéresse à la VR, c'est un peu comme l'atelier de l'univers pour l'immersif. J'ai envie de dire, tout le monde critique, mais en fait, on en bénéficie tous. Parce que d'un seul coup, ça met l'immersif au centre, il y a un modèle économique qui existe, les lieux finalement qui étaient tous là, ah non, c'est moche, c'est machin, en fait, veulent faire la même chose finalement. Et quand des grands noms s'intéressent aux médias, ça nous aide. Et Blancali, ça a super bien marché. Ça a tourné dans une dizaine de lieux déjà. Donc voilà, on peut dire tout ce qu'on veut de l'œuvre, mais pour nous c'est hyper important que des grands artistes s'y intéressent. Et je pense qu'à partir du moment où des grands artistes du spectacle vivant s'y intéressent, il y a Johan Bourgeois qui s'y intéressait aussi. Ça va venir de plus en plus. Il y aura des circuits de diffusion, il y aura des tournées, il y aura des tourneurs qui vont s'y intéresser. Et c'est aussi là, j'ai l'impression, où on arrive aussi à mon but, c'est que, en fait, j'ai l'impression que, en tout cas, nous, dans nos maisons, on a des artistes qui s'y intéressent, mais on est incapable de répondre à leurs demandes. On en est incapable, on a mis la compétence, réellement, parce qu'on s'y intéresse, mais vraiment, on n'a pas de compétence là-dessus, et on n'est pas on ne peut pas investir juste sur une personne qui tout d'un coup voudrait faire. Et donc, en fait, de plus en plus, c'est des choses qu'on commence à entendre, c'est des choses qui commencent à faire remonter. Et en session, en tout cas en achat direct, en prestation, on peut l'acheter. On peut, à la limite, très spécialement diffuser d'une manière très one-shot la chose, mais on n'arrive pas à répondre à la production avec les artistes. Venez voir les producteurs. Venez voir les producteurs. C'est peut-être c'est à nous, artistes ensemble, d'arriver avec un spectacle clé en main, que ce soit en musique ou en théâtre, intégrant la réalité virtuelle et à le faire tourner dans des lieux traditionnels, parce que vous êtes plutôt un lieu, donc j'en déduis. Mais je pense que les lieux ont tout intérêt d'aller voir les producteurs et d'échanger sur ces questions-là, parce que
nous, on a cette compétence d'aller déjà d'une part chercher des fonds, chercher des financements, de construire les équipes et d'accompagner les artistes dans leur projet. Hein. Donc là, c'est tout l'intérêt d'une coproduction, c'est de vous appuyer sur des gens qui connaissent comment financer ces projets-là et monter les équipes autour. Là, franchement, je vous incite vraiment à aller voir PXN, syndicat des producteurs, voir les différentes typologies. Il y a plein de producteurs qui s'intéressent à ce type de format immersif qui mélange spectacle vivant et réalité mixte. Donc, franchement, première chose, c'est peut-être d'aller voir, de rencontrer ces gens-là et puis monter les cours. Ouais, après, en termes de moyens, c'est là aussi c'est un peu difficile parce que les œuvres qui sont aidées, en fait, elles sont aidées par la CNC. Ouais. En tout cas, par exemple, que ce soit Adrien, ou que ce soit le collectif Nitro aussi, qui avait fait des choses super intéressantes. Mais les dracs sont très frileuses à nous accompagner sur ce nouveau pan en fait, du spectacle vivant, qui est du spectacle vivant. Et nos financeurs, nos tutelles, nous disent que clairement, quelque part, c'est pas notre endroit. Et donc, en termes de financement, on n'arrive pas à l'avoir, alors que vous le disiez, on est hyper proche, au contraire, de la réalité virtuelle, etc. C'est très proche du spectacle vivant, et j'ai l'impression qu'on est plus éloigné. Le TMN-là me mène ce lobbying, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils y mettent, qu'ils essayent. Je serais avec eux aussi. Est-ce qu'il y a pas, effectivement, ce sont des projets, la réalité virtuelle est notamment financée par cette scène, est-ce qu'il n'y a pas, comme le disait en fait Alexandre, la possibilité par la copro, de trouver un peu des astuces pour faire financer la partie VR par SNC par exemple? En tout cas, nous, on développe là en ce moment un projet de théâtre immersif qui est aidé par le CNC, et qui est aidé par Creative Europe aussi. Et pour le coup, on est plus dans une recherche de lieu. Donc, du coup, on va parler. Non, mais je pense. CNC, le fonds de la création immersive, pas spécialement dédié à un champ ou à un autre. Le dispositif, le DICREAM. Le DICREAM, il y a c'est la même chose, mais. Non, c'est pas spécifique, mais du coup, nous, ce que je veux dire, je dis juste, quand nous, on va demander des financements en tant que lieu, on va voir chez les tutelles qui forcément financent le spectacle vivant, et par essence, le CNC ne finance pas le spectacle vivant. Il finance en partie des nouveaux projets, mais il ne va pas nous financer, nous, pour qu'on aille dans ce genre de lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, il Ils vont finir les sociétés de prod, ils ne peuvent pas nous financer, nous, pour qu'on produise, alors qu'on est des maisons de production. En tout cas, vous. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment un mode, c'est pour ça que j'étais intéressé aussi par ça, c'est qu'il y a des modèles économiques pour moi qui sont autour du spectacle vivant à réinventer, et peut-être même pour nous aider ensuite peut-être à convaincre même nos... Ça, c'est vraiment des discussions que je vous invite à communiquer à PXN, parce que PXN fait ce travail de lobbying, donc je pense qu'il va falloir qu'on connecte PXN avec le TMN Lab, parce qu'il y a peut-être un combat commun à mener là-dessus. Bon, en tout cas, l'œuvre de Zlangali a très bien été financée par le CNC. Oui, et pour le coup, l'œuvre de Zlangali, il y a un spectacle. Si, il y a des danseurs là. Oui, mais il y a Backlight, c'est aussi du Backlight. Non, Backlight des studios, il n'est pas coproducteur. Backlight n'a touché aucun financement. Direct, je veux dire. Ils sont contributeurs. C'est elle qui a financé Backlight. Mais pour le coup, on parle du CNC qui finance le projet. Oui, je ne parle pas de... bien sûr, dans ce sens. C'est vraiment la chose. Une des intervenantes de ce matin, disait que la région Île-de-France semblait avoir un programme d'aide justement pour la création immersive. Je n'ai pas trouvé, mais bon. Ah oui, mais toutes les régions. Je pense que toutes les régions vont s'y mettre. Donc, comme en tutelle, on a des. Voilà, c'est nos régions, les régions sont de tutelle. Et le CNM, ils ont quand même. Ils ont des choses, mais là aussi, on n'en est pas vraiment éligible.
C'est quoi CNM? Centre national de la musique. Il est 16h10 du coup. Voilà. Merci.